La seule source qui soit donnée à un occidental de pouvoir se retrouver. Parce que dans le collectif dans lequel nous vivons au Médou, il n'existe pas d'issue, soumis tous aux mêmes lois et soumis tous aux mêmes contradictions. Finalement, les individualités ne peuvent pas se retrouver. Et l'homme est seul, finalement, au sein de la foule. Tandis que dans le cadre d'une initiation, l'homme n'est plus seul parce que d'abord, il devient ce qu'il espère pouvoir être, ce que son subconscient le conduit à devenir, pour finalement être une individualité qui participe. Il n'est plus l'espèce de balle de ping-pong qui se balade sur les vagues de l'océan, mais au contraire, par la loge dans laquelle il procède, il va pouvoir imprimer sa réflexion sur la marche du temps. J'aime bien dire à mes interlocuteurs que le rituel est au maçon ce que le microscope est au biologiste. C'est son instrument de travail. C'est grâce à cela qu'il va pouvoir être productif dans sa réflexion parce que son cerveau et sa méthode de pensée est ordonnancée par l'ensemble du rite. Donc sera nécessairement positive. Le fait que l'on travaille dans un système où tous ont accédé par la même porte, c'est-à-dire tous ont acquis les mêmes réflexions, le même rite, et travaillent avec les mêmes symboles, mais dans une progression, fait qu'il n'y a pas de communicabilité avec le dehors. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous trouvez l'entrée d'un gouffre pour aller faire de l'exploration archéologique. Eh bien, vous ne pouvez pas visiter les merveilles de ce gouffre si vous n'avez pas accédé par le même trou à l'orifice. Eh bien, il en est de même dans la maçonnerie et dans l'initiation. Il faut s'être fait suffisamment petit, être descendu suffisamment humblement, et vraiment, j'ai parlé tout à l'heure du moi archaïque, avoir retrouvé son moi archaïque pour arriver à franchir cet orifice, et une fois que vous avez accédé, que vous avez franchi cet orifice, eh bien à ce moment-là vous vous dilatez, et vous vous dilatez dans toutes vos dimensions, dans toutes les sphères de l'individu, c'est-à-dire avec la joie, avec l'amour, mais en vue de la connaissance. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Frères couvreurs, préparez-vous à accomplir votre office. Que la lumière lui soit donnée à mon troisième coup de maillet. Tous les gens qui ont vécu cela au cours des siècles vous diront qu'au fond, la franc-maçonnerie a découvert 2 siècles et demi avant que le père Teilhard de Chardin ne l'enseigne à la sociologie moderne. Ce qui est le véritable secret de la méthode maçonnique, c'est que l'intelligence collective est toujours supérieure à la somme des intelligences individuelles qui la composent. C'est-à-dire que lorsque vous avez réalisé cette intégration par le rituel des intelligences individuelles dans une intelligence collective, l'homme accède à un certain nombre d'évidences, de vérités que seul il n'aurait pas pu découvrir. C'est tout le secret de la méthode maçonnique. L'initié, c'est un pèlerin. Il prend son bâton et il marche. Il va dans le chemin de la vie, mais avec un système et une méthode qui lui aura été apporté par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est un canevas sur lequel chacun se brode. Lorsque les francs-maçons, ceux qui avaient le secret, ont construit les cathédrales, ceux qui ont taillé la pierre sans la polir, ces pierres qui devaient être ajustées au centième de millimètre. Et il n'y avait pas de moyens techniques pour parvenir à cela. C'était le labeur. Et qu'ils ont enfoui dans les entrailles de la terre ces pierres sur lesquelles allait reposer tout l'édifice, c'est-à-dire la cathédrale. Ces hommes qui ont si bien travaillé, ils savaient qu'ils ne verraient jamais la flèche de l'église, la flèche de la cathédrale. Ils mourraient avant. Et cependant, ils ont travaillé sachant que d'autres francs-maçons, détenteurs du secret comme eux, pourraient à leur tour polir de nouvelles pierres et faire en sorte que certains d'entre eux pourraient voir à ce moment-là la flèche. Bien, c'est le fil conducteur du maçon. Nous savons qu'en loge, le travail que nous faisons,
oui, n'est que momentané, et que nous ne sommes que le chaînon d'une immense chaîne, que ce chaînon se brisera puisque l'un d'entre nous disparaîtra, mais que notre maillon se formera aussitôt, et que la chaîne sera ininterrompue. Et c'est ce fil conducteur, cette pensée maçonnique, cet amour maçonnique, cette fraternité maçonnique, qui fait que celui qui est maçon, en réalité, est presque immortel, parce qu'il croit en ce qu'il fait, et il croit dans le destin de ce qu'il accomplit. À la question, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Les plus anciens rituels répondent, c'est un système particulier de morale enseigné sous le voile de l'allégorie au moyen de symboles. Cette morale, cet enseignement, s'arc-boute sur une histoire devenue légende, devenue mythe. Cette histoire, c'est celle de la construction du temple du roi Salomon par son architecte Hiram Abif. Celui-ci était un architecte très puissant. Il avait des secrets, il avait des pouvoirs. Et il régnait sur un nombre incroyable d'ouvriers, 186 000. Et pour mettre de l'ordre dans cette troupe, il l'avait divisée en 3 grandes classes. Les apprentis, les compagnons et les maîtres. Ceux-ci avaient eux-mêmes des signes, des mots de passe, des mots secrets pour se reconnaître entre eux et pour pouvoir toucher leur salaire. Et il fallait beaucoup de temps pour un apprenti pour devenir compagnon, pour un compagnon pour devenir maître. Beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de zèle, beaucoup d'efforts. Mais un jour, 3 compagnons étaient impatients, n'avaient plus envie d'attendre pour devenir maître. Alors ils conçoivent un terrible projet. Tuer Hiram après avoir obtenu de lui les mots, les secrets de la maîtrise. Alors, ils décident de tendre un piège à Hiram. L'un va se tenir à la porte, là, celle-là, à la porte du Midi. L'autre, à la porte de l'Occident. Et le troisième, à la porte de l'Orient. Tapis dans l'ombre, il guette la sortie de l'architecte. Celui-ci quitte le temple. C'est la nuit. Il marche. Les autres attendent, cachés. Il arrive près de la porte du Midi. Le premier compagnon va voir le maître et lui dit « Donne-moi les secrets de la maîtrise. Donne-moi les signes, les mots de passe, les attouchements. Je veux devenir maître. » Hiram dit « Mais non, il faut attendre. Tu n'es pas maître, tu es compagnon. Quand tu seras maître, tu auras les secrets. » Le compagnon n'entend pas ainsi et donne un coup avec un outil de travail, un coup très dur, très violent, à l'architecte. Celui-ci, pantelant, chancelant, veut gagner la porte de l'Occident. Et là, un deuxième compagnon est là qui lui fait la même demande. « Donne-moi les secrets de la maîtrise, donne-moi les secrets du grade. » Hiram fait la même réponse. « Non, quand tu seras maître, je te les donnerai. » Deuxième coup violent, avec un autre outil de travail. Alors le maître est en sang, l'architecte est en sang. Il va à la porte de l'Orient. Et là, un troisième compagnon est là. « Donne-moi les secrets de la maîtrise, donne-moi les secrets du grade, donne-moi les signes, les mots de passe, les attouchements. » Hiram refuse pour la 3e fois. Le 3e compagnon lui donne un coup très violent. Et celui-ci, ce coup-là, sera mortel. Hiram meurt, emportant avec lui dans sa tombe les secrets de la maîtrise, les secrets de la construction du temple, peut-être ceux de la construction du monde. Alors, puisqu'il n'y a plus de secrets, puisqu'il n'y a plus de méthode, la parole est perdue. Il n'y a plus de secrets réels, il n'y a plus que des secrets de substitution. Chaque nouveau maître maçon, lorsqu'il reçoit l'initiation au 3e degré de la maçonnerie, le degré le plus important, celui de la maîtrise, devient Hiram. Il vit le drame d'Hiram. Il est Hiram, assailli par ses 3 méchants compagnons. Et l'exemple d'Hiram, qui refuse de donner les secrets, doit l'encourager, doit le suivre toute sa vie. Toute la symbolique maçonnique, tout le rituel maçonnique repose sur cette histoire, cette légende, ce mythe.
mort et résurrection, résurrection, renaissance. Aujourd'hui, en maçonnerie, tout est symbole. Symbole des épreuves, de l'air, de l'eau, du feu. Symbole des équerres, des compas, des niveaux, des pierres brutes, des pierres taillées, des fils à plomb. Symbole de construction. En maçonnerie, effectivement, tout est symbolique. Construction du temple de Jérusalem, construction du temple de l'humanité. Could you explain to us the symbolism of those two stones we can see over here and over there? The total symbolism of them, no, but the very fact that they are used in our degree work and they are a portion of what we use as symbols to teach our lessons. I think beyond that, I couldn't tell you exactly what they refer to. You mean it's a secret? It's one of the inner secrets, yes. What they refer to, as you can see, one of them is unfinished and one of them is finished. La première chose que fait un maçon, quand il a été initié, on lui donne un maillet, on lui donne une pierre brute, on lui donne un ciseau, et il donne 3 coups symboliques avec le maillet sur le ciseau, sur la pierre brute. Il commence à tailler la pierre. Bon. C'est un jeu. C'est comme Hamlet jouant, le comédien qui joue Hamlet, ou Auguste qui dit qu'il est Dieu. Il commence la construction du temple par 3 coups de maillet. Symbolique. Et ensuite, eh bien, il va essayer dans la vie dite profane, hors du temple, que ces 3 coups de maillet ne soient plus seulement symboliques. We start with this in the entered apprentice degree, the first degree of masonry, the rough stone, and by the time we finished, we have the perfect ashlar. That doesn't mean he's a perfect person, but he's been exposed to what should be perfection. Tout en maçonnerie peut être reçu, catalysé par les aspirations personnelles de chaque franc-maçon, ou religieuses, ou athées. Pour ce qui me concerne, je ne me livre jamais à une spéculation de caractère ésotérique sur les symboles. L'équerre, c'est évidemment le symbole de la rectitude, de la droiture, et le compas est le symbole de la capacité qu'a la maçonnerie de s'élargir aux limites les plus extrêmes de l'humanité. N'est-ce pas? Alors je voudrais que l'on regarde un peu de plus près le triangle égalitaire de la franc-maçonnerie, qu'on peut interpréter de différentes manières et que nous nous bornerons à interpréter comme étant représentatif des 3 valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité. C'est le signe de l'équilibre. Et l'œil du milieu, l'œil de Dieu. L'œil de Dieu. Mais il peut être, pour celui qui veut vivre en harmonie, en équilibre avec la nature, l'œil de sa propre conscience. Bon, moi je pense que c'est lié à l'Antiquité et aux sociétés initiatiques anciennes. Je pense qu'on peut remonter, on peut même remonter au mystère païen, au mystère d'Isis et d'Osiris. Il y a des indices au niveau des signes, des choses que l'on peut retrouver. Des signes de reconnaissance maçonnique? Par exemple, oui, des gestes qu'on trouve sur des statues, mais... Vous pratiquez? Absolument, absolument, oui, absolument, absolument. Mais le problème, c'est qu'on manque de documents, voilà. Et qu'il faudrait pousser plus loin les choses et peut-être découvrir des choses. Mais nous manquons de documents, c'est pour ça que je ne
me sens pas le droit, là, de parler de filiation historique, alors que je me sens ce droit en ce qui concerne les confréries des bâtisseurs du Moyen-Âge. Mais tu te rappelles la date d'anniversaire de papa? Oui, son anniversaire. En 1717, à Londres et pas en France. Parce qu'en France, le lien avait été rompu avec les confréries de maçons, les vrais, les bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge occidental. À Londres, donc, est la tradition. À Londres est l'histoire. À Londres est le Vatican de la franc-maçonnerie. Alors, l'événement a d'importance. Dans ce monde fermé et très traditionnaliste de la franc-maçonnerie anglaise, le grand secrétaire de la Grande Loge unie d'Angleterre parle pour la première fois devant une caméra. Et je lui ai demandé pourquoi, au fond, la maçonnerie était née à Londres et en 1717. Freemasonry provided a sort of haven of refuge for people who believe there must be something more in life than quarrelling about politics and religion. They set up rules for themselves, which we still adhere to. They required a belief in a supreme being. They forbade their early members to deal with politics or religion in their lodges. En presencia del gran arquitecto del universo. Y de esta magna gran asamblea. Y de esta magna gran asamblea. En representación legítima y amplia. En representación legítima y amplia masonería. Que en todo momento. Que en todo momento. Procuraré. Su más estricta obediencia. Su más estricta obediencia. Así Dios me ayude. Así Dios me ayude. Por el juramento. De ofrendarlo 3 veces. Gran maestro, sí juramentado. You must believe in God. However you believe in God, but believe in a supreme being and believe in life after death. You can't be an atheist, a materialist. You would have to believe that life does not stop with death. He knows. Charles Figure. Okay. And as you know, I don't like to be wearing this, right? All right. I have one of the same size myself. Yeah. All right. Now, there is always a Bible on the altar which is behind you, and for each degree there is a book on the Bible that we refer to. Un monsieur qui voudrait rentrer en maçonnerie et qui ne croirait pas en Dieu ne pourrait pas entrer dans votre obédience. Il ne pourrait pas rentrer chez nous parce qu'il doit prêter serment sur un livre de révélation, par exemple la Bible, le Coran, sur lesquels les serments sont prêtés. Nous sommes 8 millions dans le monde entier. 8 millions de francs-maçons. De francs-maçons réguliers. Regularity means practicing Freemasonry in the same way that we practice it in England. Ce mot régulier, prêt à sourire, ça veut dire respectueux des traditions moyenâgeuses, c'est-à-dire bâtisseurs de cathédrales pour l'Occident européen.
Ce qui est au centre de tout ça, c'est une célébration, et une célébration qui n'est ni fortuite, ni gratuite, ni innocente, ni blasphématoire, ni parodique, tournant autour de l'invocation du nom de Dieu. Mais la maçonnerie n'a pas pour objectif de célébrer Dieu. On travaille plutôt pour la gloire de Dieu. Nous sommes chargés de garder et de transmettre, c'est d'ailleurs le sens même du mot tradition, qui a pris un drôle de connotation, mais la tradition c'est ça, c'est qu'on se refile le ballon et le bébé, qui détient, qui a en dépôt quelque chose qu'il faut transmettre, dont on ne connaît pas la véritable, l'intime réalité, l'intime nature. Contrairement à une montagne d'idées reçues, la franc-maçonnerie n'est pas une succursale de la libre pensée, loin s'en faut. Ce n'est pas non plus une organisation, si on regarde le monde, majoritairement à gauche, loin s'en faut. Mais alors, d'où vient cette image quand on demande aux gens dans la rue ce que c'est que la franc-maçonnerie? Globalement, ils vous répondent que c'est une organisation d'entraide marquée à gauche, progressiste et athée, à la limite à la tête du combat rationaliste. Mais cette image vient de l'histoire même de la maçonnerie dans notre pays. En effet, en 1877, le Grand Orient de France décide de rompre avec la tradition édictée par Londres, proclame la liberté de conscience de ses membres et rend facultatif l'invocation au grand architecte de l'univers. Drame. Londres voue aux gémonies cette maçonnerie qui rompt avec la tradition. Schisme. Bouleversement. La maçonnerie en plus, la maçonnerie française, le Grand Orient de France, participe au combat politique du siècle. Depuis la Révolution française, la Commune de Paris, la résistance, l'édification de la République, la lutte pour la laïcité. Schisme, bouleversement, tumulte. L'histoire de la franc-maçonnerie est pleine de bruit et de fureur. Dieu, pas Dieu. Tradition maintenue, tradition exigée, tradition rénovée. Oh, le problème de l'athéisme, le problème de la croyance en Dieu est au centre d'un débat vif, aigu, concernant la franc-maçonnerie. La religion, pour nous, les francs-maçons, l'exercice de la religion appartient à chacun d'entre nous et nous ne nous permettons pas d'intervenir jamais dans un débat qui, pour nous, est celui de l'homme avec sa conscience. Pour un franc-maçon du Grand Orient de France, croire ou ne pas croire, c'est égal, pour autant que l'on respecte celui qui a des convictions différentes des vôtres. They may think themselves to be Masons. I would not acknowledge that they are not regular Masons. C'est merveilleux de réunir dans le même temple des hommes qui ont de Dieu une compréhension différente. Et puis alors, dans un monde en plus où s'est développé l'athéisme, comme il s'est développé depuis un siècle, d'avoir aussi dans le temple un frère qui n'a aucune religion, qui sait pas très bien, ça ne l'intéresse pas beaucoup d'ailleurs, ce que peut être Dieu, mais qui accepte que la construction du temple soit présidée par un grand architecte. Il sait pas très bien ce que c'est. Est-ce une sorte de force immatérielle, intemporelle? Est-ce une personnalité, un peu comme on a voulu? Est-ce un Dieu en 3 personnes? Il sait pas. Et par conséquent, au nom de quoi voulez-vous que nous marchions au pas? Au nom de quoi voulez-vous que nous ayons une maçonnerie qui, depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le nord de l'Europe, l'Afrique et la France, les pays avec la tradition française, enfin, ou latine, nous soyons tous les mêmes? Notre diversité est notre richesse. En France, les relations entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie ont été longtemps détestables, exécrables. On se divise, on s'injurie, on s'excommunie. Enfin, l'Église catholique, partout, excommunie la franc-maçonnerie. Que reproche-t-on exactement à la franc-maçonnerie dans ces milieux traditionnels catholiques et dans le passé, qui pratiquaient des sortes de bestes noires, d'être l'anti-Église, l'Église de Satan? On marche, dit-on, disait-on, sur le Christ en loge. Le catholique traditionnel détestait tout ce que représente la franc-maçonnerie.
que disait le canon 2335 sont frappés d'excommunication ipso facto ceux qui donnent leur adhésion à une secte maçonnique ou autre qui se livre à des complots, à des machinations, à des activités hostiles à l'Église ou au pouvoir civil légitime. À partir du moment où une loge s'interdit tout ce qui pourrait être considéré comme un complot contre l'Église, elle n'est pas visée par le canon de 1335. Au fond, la franc-maçonnerie n'a pas changé, mais elle a triomphé. Elle a triomphé dans un milieu qui lui était par nature hostile, parce que c'était le milieu, c'était son adversaire, c'était l'Église. Et voilà. l'Église s'est laissé faire. Et l'Église s'est laissé faire, et un grand nombre de prélats sont rentrés dans les doctrines maçonniques, il n'y a aucun doute. Y a-t-il eu complot maçonnique contre l'Église? Eh bien, on peut dire qu'en 1880, il y en avait un, étant donné la convergence de toutes les déclarations des convents maçonniques de l'époque, à l'appui de toutes les lois hostiles au catholicisme qui ont été adoptées à cette époque-là, depuis les décrets Ferry de 1880 jusqu'à la loi de séparation de 1905, dont Émile Combes, un franc-maçon, a été le principal artisan. Il fallait bien séparer l'Église de l'État. Mais l'Église n'admettait pas. Elle voulait continuer à diriger l'État. C'était pas possible. Il fallait séparer l'Église de l'État. C'est la franc-maçonnerie qui a eu cette charge. C'est elle qui a pris le chantier en main. Bon, ça s'est pas bien passé. Je ne vois pas quelle obédience en France aujourd'hui, si je me présentais à la porte d'une loge, elle me refuserait d'entrer en loge à cause de mon sacerdoce. Et qu'en penserait l'Église? Je crois que... Alors, l'Église, normalement, les francs-maçons ne sont pas excommuniés, ne sont plus excommuniés. Donc, si une loge est un système de pensée, simplement un lieu de pensée, normalement, en soi, l'Église ne peut rien dire, en soi. Mais dans la conjoncture actuelle, avec la tension qui existe encore, ça ferait certainement des problèmes. Qu'est-ce que vous feriez si un franc-maçon venait vous voir en vous disant je voudrais cesser d'être franc-maçon, aidez-moi? C'est arrivé. C'est arrivé? C'est arrivé. Alors bon, il y a un problème tout à fait concret. Il faut lever cette excommunication. Au fort externe, je n'ai pas le pouvoir de lever les excommunications. Donc, il y a une difficulté là concrète. Mais évidemment, il faut j'allais dire qu'il se confesse, tout simplement, qu'il reconnaisse ses erreurs et qu'il rende son tablier au sens propre du terme et qu'il retire son nom, voilà la chose importante, de la maçonnerie, absolument, avant qu'il puisse recevoir l'absolution et qu'il puisse recevoir, enfin être réintégré, j'allais dire, dans la communion de l'Église. Ça m'est arrivé. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la grande peur. On excommunie l'autre à ce moment-là parce qu'on a peur de lui. Bien sûr. Or, on a peur quand on méconnaît. La peur de l'autre, le franc-maçon, celui qui, dit-on, réussit dans la vie, celui qui, dit-on, connaît tellement de monde qu'il est à l'abri des vicissitudes, des aléas de la vie professionnelle et sociale. L'autre, dans l'ombre, fort, redoutable, mystérieux. L'autre qui est un objet de rêverie, de désir, de fantasme, de crainte. L'autre qui est si lointain et en même temps si proche. Alors, quelle est l'influence réelle, le pouvoir réel de la franc-maçonnerie en France et dans le monde? C'est ce que nous allons essayer de savoir au cours de notre deuxième voyage au pays des francs-maçons.